Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as la forme. Écoute, je suis actuellement aux Philippines, donc je me suis dit pourquoi pas allumer la caméra et faire une vidéo ici, parce que c'est quand même incroyable. Attends, je te laisse regarder, regarde ce que j'ai derrière moi, la vue de ma chambre d'hôtel. Je sais pas si tu arrives à voir bien, mais c'est vraiment une dinguerie, c'est trop beau. Voilà, donc je suis là pour le travail, et, euh, et je me suis dit pourquoi pas allumer la caméra tant que je suis là. Il y a un peu de travaux en bas de l'hôtel. J'espère que vous l'entendez pas trop. Il y a une disqueuse qui arrête pas depuis que je suis rentré. Bon, bref, j'espère que vous l'entendrez pas trop. Mais voilà, le sujet du jour. Le sujet du jour, les gars, il s'est vraiment passé une dinguerie. Je suis tombé sur une dinguerie il y a pas très longtemps. Et je voulais vous en parler parce que c'est vraiment un truc de fou. Enfin, pour moi, c'est un truc de fou. Donc, on a le fonds TCI, géré par Chris Hohn, pour ceux qui connaissent. Donc, un super investisseur qui est assez connu, euh, et qui est connu pour se concentrer vraiment sur des entreprises très qualitatives. Il cherche vraiment que le meilleur. Et concentré, j'emploie pas ce mot par hasard parce qu'il est vraiment concentré. Donc je vais vous dire combien d'entreprises il a dans son portefeuille. Donc le mec, il a une, deux, trois, je l'ai juste à côté sur l'ordinateur, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 entreprises. 9 entreprises, et il a combien dans son portefeuille en dollars? Il a 52 milliards 699 millions de dollars. Donc voilà, on parle pas de ton portefeuille de 50 000 balles. Là, on parle vraiment d'un gros poisson, si on peut dire. Et donc, j'ai compté tout à l'heure. Et en fait, il a 5 entreprises. Les 5 entreprises, le top 5 de ces entreprises qu'il détient, il les détient à 80% de son portefeuille, ok? Donc, pour le dire autrement, parce que bon, c'était pas très clair, 80% de son portefeuille est détenu dans 5 entreprises, ok? Donc, ça, c'est vraiment une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie. Donc on a quoi? On a GE Aerospace, Visa, Microsoft, Moody's et S&P Global pour le top 5. Donc c'est vraiment incroyable. C'est vraiment une dinguerie. Et ce mec-là, en 2025, il a réalisé une performance de... attendez, je l'ai juste là. J'ai demandé à Gemini de me le donner. Enfin, Gemini. Donc il a fait 27,8% en 2025. Pardon, excusez-moi. Il a fait 27,8% en 2025. Donc c'est pas le plus gros performeur de l'année, hein. En termes de pourcentage, c'est pas le plus gros. Il y a Apis Capital qui a fait plus 55,1%. Melcart Opportunities qui a fait plus 45%. Wellrock plus 45%, etc., etc. Donc en fait, c'est pas le plus gros en termes de pourcentage. Mais en termes de gain net, donc en dollars, c'est le plus gros parce il a dégagé 18,9 milliards en 2025. Donc c'est Gemini qui me dit ça, hein. Évidemment à prendre peut-être avec des pincettes. Mais bon, voilà, donc c'est quand même une grosse dinguerie que le mec... Bah là, en fait, le truc qui est intéressant, c'est que si tu veux, maintenant, l'investissement, on entend parler des ETF de partout. Tu vois, les Américains, ils appellent ça index funds. Index funds, les ETF. En fait, t'entends que ça sur YouTube maintenant, c'est vrai, hein. T'entends que ça, ouais, que l'ETF acheté, que machin, oui, MSCI, quel est ETF, c'était quoi le truc avec. Enfin bref, tous les ETF qu'on peut entendre aujourd'hui. Et t'as des mecs, en fait, qui ne jurent que par ça, en fait, aujourd'hui. T'as des mecs aujourd'hui, ils ne jurent que par les ETF, ils te parlent que de ça. Ouais, les ETF, c'est incroyable, ça a révolutionné l'investissement. Regarde ce que tu peux faire avec les ETF. Et en soi, c'est pas complètement faux. Ça a quand même apporté beaucoup au monde de l'investissement, tu vois, à des gens qui s'intéressent pas trop à ça et qui n'ont pas envie de faire des recherches de fou sur les entreprises, qui n'ont pas envie de machin, de s'occuper de ça, parce qu'ils ne connaissent rien, ils ont juste la flemme. Bah, pour ces gens-là, c'est très bien, tu vois. Pour ces gens-là, c'est très bien, ça veut dire qu'ils peuvent acheter ça et hop, ils ont de l'argent investi sur les marchés et leur portefeuille diversifié, etc. Donc oui, je nie pas l'utilité des ETF, attention, hein. Je la nie pas du tout, franchement, j'ai aucun problème avec ça.
Sauf que, à côté, on a des mecs comme ça, enfin, comme ça, ils dropent des performances de zinzin, et, bah, ils éclatent tout, en fait. Ils éclatent le marché, parce que, donc là, je t'ai donné la perf sur un an, hein. Donc sur un an, il a fait 27%, là où le S&P 500 a fait plus 17,9%, pardon. Et Gemini me dit que c'est total return, ok, donc ça doit inclure les dividendes, je pense. Donc 17,9%, ce qui est pas dégueu, hein. Le S&P qui génère 17,9% sur un an, c'est vraiment pas dégueu. Si tu avais un ETF S&P, franchement, tu te mets bien, tu vois. Tu te mets bien. Performance sur 10 ans, cumulé, donc on a TCI qui a fait 365%, là où le S&P a fait 268. Donc en fait, ils ont presque fait 100% de plus que le S&P en 10 ans. Ok. Rendement annualisé, donc ça c'est en moyenne, ils ont fait 16% par an, là où le S&P a fait 13,8. Ok, donc c'est quand même presque 3% de plus. Et c'est marrant parce que tu vois que 3%, tu sais, tu peux te dire, oh, 3%, c'est pas énorme, tu vois, entre le S&P 500 et son fonds d'investissement à lui. Mais quand tu prends sur 10 ans, en fait, ils ont fait 365, là où le S&P 500 a fait 268. Donc c'est 100% de plus presque. Donc tu vois, en fait, 3% par an, bah, c'est énorme. C'est énorme. C'est pas 3% fois 10, ça fait 30% de plus sur 10 ans. Non, 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 c'est vraiment pas du tout ça le calcul. Et il faut pas se tromper. C'est pour ça que quelques pourcents de performance annualisée, bah, ça fait vraiment toute la différence sur le long terme. Je connais pas les calculs exacts, hein, vraiment, vous m'excuserez, mais allez checker ça, vous verrez, c'est vraiment une dinguerie. Et depuis l'origine du fonds, donc en 2004, il a fait 18% par an, là où le S&P a fait 9%, donc il a fait x2 hein, par rapport au S&P 500. Et donc mon propos, c'était bah, là où on nous vend en fait les ETF comme la révolution de l'investissement, tu vois, le truc de fou malade, ouah, tout le monde peut acheter ça, regarde, c'est trop accessible, tu peux être diversifié, t'achètes des ETF et tout, et hop, tu peux investir sur les marchés. Bah oui, c'est vrai, euh, mais je pense que ça cache quand même beaucoup de choses en fait. C'est vraiment que la partie émergée de l'iceberg de l'investissement, les ETF. Euh, Parce que, en fait, entre acheter. En fait, c'est ça mon propos, c'est entre acheter un ETF, par exemple, qui reproduit le S&P 500, là où tu vas acheter en fait 500 entreprises et tu vas comment dire, euh, c'est quoi le mot, les pondérer. En fait, par rapport, je sais pas ce que c'est, enfin, par rapport à quoi c'est pondéré. Je crois que c'est pas pondéré par rapport à la valorisation des entreprises. Je sais pas si je dis n'importe quoi. Dites-moi dans les commentaires, mais je sais pas comment c'est pondéré. Bon, après, peu importe comment c'est pondéré en fait, parce que bon, c'est sûr, le top 5 du S&P 500, le top 5 des plus grosses boîtes, ça va peser plus. Euh, mais en gros, quand tu vas acheter un ETF, tu vas acheter les 500 boîtes. Et plus tu vas bas dans la liste, plus par exemple, je sais pas, tu vas acheter, j'en sais rien moi, Home Depot. Ça va peut-être être moins, enfin sûrement, hein, ça va être moins d'1% de ce que tu vas acheter, de la somme totale. Bon voilà, c'est dégressif quoi. Mais tu vas quand même détenir des entreprises qui sont. En fait, quand tu achètes un ETF, tu achètes à boire et à manger si tu veux. Tu vas pas acheter vraiment le top du top. Le top du top des entreprises, ça c'est certain. Donc c'est ça mon problème en fait. C'est ça mon problème que j'ai avec les ETF, c'est en fait là où tu peux avoir. Pourquoi acheter tout le marché quand tu peux avoir que les pépites, tu vois, que les craquitos du S&P 500 en fait. C'est ça mon propos. Et oui, les ETF c'est très bien, tu vois. C'est très bien si t'as pas envie de t'embêter, etc. Mais si t'as un peu d'ambition, si t'as un peu plus d'ambition, si que l'investissement en bourse ça t'intéresse, si comprendre le fonctionnement des entreprises ça t'intéresse, les analyser, je sais pas, t'y intéresser, si ça t'intéresse, ben, en vrai je trouve ça dommage d'investir dans des ETF, tu vois. Peut-être que oui, tu vas aller investir un peu d'argent sur des ETF pour te faire un matelas de sécurité, on va dire, pour voilà, bien diversifier, etc.
Mais après, je pense pas que ça doit être le gros de ton portefeuille, en fait. Pour moi, ça doit être. En fait, on dit oui, les ETF, c'est le gros de ton portefeuille. Après, avec ce qui te reste, tu vois, 10-20% de ton portefeuille, bah, tu t'amuses un peu et t'investis un peu. Bah, moi, je le vois pas comme ça. Enfin, en tout cas, c'est pas ma strat. C'est pas du tout ma strat. Moi, je préfère me concentrer sur des boîtes vraiment que je connais vraiment bien. Attention, vraiment bien, tu peux jamais connaître 100% de tout le truc, de toute l'entreprise. Mais en tout cas, tu peux quand même avoir une certaine connaissance vraiment assez poussée sur des entreprises. Et bah, en fait, moi, je me sens beaucoup mieux de détenir ça, détenir peut-être 5 ou 6 entreprises que je connais vraiment très bien et en lesquelles je crois et qui pour moi sont vraiment exceptionnelles, plutôt que de détenir 500 boîtes que je connais presque pas, enfin je connais même pas du tout en fait, et qui vont niveler ma paire vers le bas, tu vois. Enfin, je comprends pas pourquoi on met autant les ETF en avant. Euh, Bah, en fait, si, je sais pourquoi. C'est parce qu'en fait, on s'adresse à la majorité des gens. On s'adresse à la majorité des gens qui n'ont pas envie de s'intéresser à ça et ça les intéresse pas. Moi, ça m'intéresse de fou en fait. C'est vraiment un truc qui me passionne maintenant. Je peux passer 2 heures, 3 heures à m'intéresser à une boîte, à regarder des vidéos, à aller lire le rapport financier. Mais qui fait ça aujourd'hui en 2026? On est en 2026 maintenant. Qui fait ça en 2026, tu sais, d'aller lire les rapports financiers? Mais il y a personne qui fait ça, tu vois. Moi, bon, il y a des fois, je demande à quand même la première partie de ma recherche, c'est demander à l'IA, c'est demander à Gemini ou à ChatGPT. Tu vois, j'ai un prompt, machin, et j'ai juste à changer le nom de la boîte et il m'explique tout. Il me fait vraiment un beau résumé. Tu sais, ça permet de dégrossir, tu vois. Ça dégrossit. Et après, j'adore aller voir dans les rapports financiers. Tu sais, je tape Investor Relations sur Google et je tombe sur les rapports financiers, que ce soit au trimestre ou annuel. Et là, je vais lire les trucs. Parce qu'en vrai, tu apprends plein de trucs. Tu apprends plein de trucs sur la strat, tu apprends plein de trucs sur le business model. Et ça te donne vraiment une version différente. Attention, je lis pas, parce que des fois, ça fait 500 pages. Je lis pas les 500 pages, tu vois. Il y a plein de pages que je saute et j'ai la flemme, tu vois. Le management, enfin, si le management, ça peut être important, mais tu vois, la politique, je sais pas, la politique interne, ouais, 50% de filles, 50% de gars, tout ça, ils expliquent ça, j'en ai rien à foutre, tu vois. Ça, j'en ai rien à foutre. Il y a plein de trucs aussi, enfin, tu t'en fous, tu vois, comment les actionnaires vont être payés, comment le management va être payé, bon, ça, j'en ai rien à foutre, tu vois. Donc ça, je le passe. Ça, je le passe. Et je vais lire vraiment le truc où on t'explique le business model, on t'explique plein de trucs. Même les chiffres, même si bon, c'est vrai qu'aller voir les chiffres dans les rapports financiers, bon, c'est bien, tu vois. Mais moi, j'ai un screener que j'aime bien. Je vais voir là-dedans, c'est très visuel, etc. Donc c'est beaucoup mieux pour moi. Et donc ouais, si t'es passionné par ça comme moi, bah, pourquoi tu vas acheter des ETF, mec? Enfin, en vrai de vrai, en vrai de vrai. En fait, il faut se dire un truc, c'est que la qualité, et ça c'est vraiment un truc qui a été dit par tous les plus gros investisseurs, hein, tous les plus gros. Warren Buffett, Chris Hohn par exemple, le mec qui dit ça, Peter Lynch aussi, qui dit ça, la qualité gagne toujours les gars. Il y a vraiment, en fait si tu voulais, c'est comme dans le sport. En fait, dans le sport, on voit beaucoup ça, notamment peut-être dans le tennis aussi, notamment, je sais pas, peut-être en Formule 1 aussi, peut-être, je sais pas, dans les jeux vidéo aussi, tu peux voir ça. Les sportifs qui sont très forts, eh ben en fait, ils restent très forts. On a eu Nadal, on a eu Djokovic, on a eu Federer, on a eu ces trois mecs-là, ils sont restés des années, ils sont restés les meilleurs. Il n'y a aucun mec qui est arrivé à leur niveau, tu vois. Peut-être qu'il y a un mec à perf, tu vois, sur un tournoi ou sur une année, le mec il a surperformé. Mais en fait, sur le long terme, c'est ces mecs-là qui sont restés, tu vois. Maintenant, on a Alcaraz, Sinner, il y en a d'autres, hein. Il y a d'autres mecs hyper forts. Et je prends l'exemple du tennis, je m'y connais pas trop en tennis, je suis un peu les matchs, mais je suis vraiment pas expert, tu vois. Mais t'as que quelques noms comme ça qui reviennent. Pareil dans la F1 où c'est plus ou moins toujours les mêmes mecs. T'as un rookie qui débarque comme ça de temps en temps, voilà, il gagne son baquet en F1, machin, machin. Mais t'as des mecs qui restent des années, des années et des années, tu vois. T'as Hamilton qui reste là des années et il est encore super fort.
T'avais Schumacher aussi qui est resté des années. T'as qui aussi? Bah, t'as tous les. Putain, merde, comment il s'appelle? Bon, bref, je vais pas vous donner tous les pilotes de F1, mais. Et en fait, quand un mec est très fort, bah, il est juste très fort, en fait. Il est juste trop fort. Et il va continuer à perf. Et en fait, il y a toujours cette peur-là. Tu sais qu'il y a un nouveau mec qui arrive et qui les fracasse tous. Et ça arrive. Ça arrive quelques fois. Ça arrive qu'il y ait un mec qui arrive comme ça et qui les déboîte tous. Mais c'est pas si souvent que ça, tu vois. C'est pas si souvent que ça. Et dans les entreprises, c'est un peu la même chose. Les gagnants, ils continuent à gagner. Et t'as des mecs, bon voilà, t'as des entreprises qui se font remplacer, entre guillemets, où il y a il y a une boîte qui arrive et qui fait meilleur, et hop, c'est lui maintenant, tu vois. Mais entre le moment où t'as la boîte, t'as le gagnant de base qui continue à gagner, et il y a une nouvelle entreprise qui débarque et qui le bat, il y a quand même un certain temps qui s'écoule, tu vois. Il y a quand même un temps qui s'écoule. Ça se fait pas du jour au lendemain, souvent. Les gens pensent ça, qu'il y a un mec qui arrive et qui va les déboîter du jour au lendemain. Non, ça c'est faux. Ça c'est pas vrai. C'est juste tu t'es pas assez intéressé et t'as pas vu ce mec-là grossir, tu vois. T'as pas vu qu'il allait tous les massacrer. Et en vrai, t'aurais pu le prévoir. Très souvent, t'aurais pu le prévoir, ok. Euh, Et aussi, ça marche dans le sens inverse. T'aurais pu prévoir que ce mec-là n'allait pas remplacer l'autre mec aussi. Tu vois, Google, je prends l'exemple de Google parce que c'est une entreprise que je connais plutôt bien et j'ai acheté Google il y a 6 mois et ça a très bien marché pour moi et je suis très content. T'aurais pu voir que ChatGPT, et on entendait ça partout à la télé, hein, ouais, ChatGPT va remplacer Google, même, tu vois, tout le monde disait ça. Tout le monde disait, ouais, moi j'utilise ChatGPT, maintenant j'utilise plus Google, tu vois. Mais à quel moment tu utilises plus Google, frérot? Tu utilises Google tous les jours de ta vie. Tu utilises Google quand tu vas sur YouTube. Tu utilises Google quand tu vas voir tes mails. Tu utilises Google quand tu vas sur Google Maps. Tu utilises Google, enfin partout en fait. Tu utilises Google partout. Il y a plein d'autres exemples comme ça, je sais pas, Google Photos, Google tout en fait. Google, ils sont partout. Et maintenant, ils ont Gemini, mec. Ils ont Gemini. En fait, il faut savoir que Google, ils avaient développé leur IA bien avant ChatGPT, en fait, si tu veux. Ils l'avaient, mais ils se sont dit, c'est trop risqué de sortir ça. Enfin, on est une trop grosse boîte pour sortir un truc comme ça qui est pas trop au point. Enfin, c'est trop risqué, tu vois. Et ChatGPT l'a fait. Et Google s'est dit, mais attends, banco, ils l'ont fait, ils ont ouvert le marché avant nous, ça marche. Bon, au début, ils ont sorti leur propre IA, bon, c'était pas terrible. Mais en fait, ils avaient déjà investi, tu vois. Ils n'ont pas été pris de court. C'est ça, les gens qui comprennent pas. C'est que Google n'a pas été pris de court. En fait, ils avaient déjà les investissements, la connaissance du truc. Et là, ils ont sorti Gemini, mais ils ont tout éclaté. Gemini prend des parts de marché à ChatGPT, et même ChatGPT, enfin OpenAI, a déclaré le code rouge chez eux parce que Gemini est trop fort. Gemini est trop fort aujourd'hui. Gemini, tu peux faire des photos, des vidéos, des machins, c'est ultra puissant. C'est ultra puissant. Euh, et en fait, Google était loin de se faire remplacer. Je sais pas ce que vous. Enfin, je sais pas si vous savez ce que YouTube représente aujourd'hui, mais c'est vraiment une dinguerie. C'est le premier service de streaming. Ils sont le premier dans le streaming. Ok. YouTube est juste trop fort. Et en fait, enfin, mon propos, c'est, il y a vraiment qu'une. Enfin voilà, un peu, je me suis vraiment éparpillé, mais mon propos c'était les mecs trop forts, souvent, ils restent trop forts. Et pour les sortir de leur. Pour venir les concurrencer, mon pote, il va falloir te le veto, hein. Il va avoir que le veto, tu vois. Euh, et donc, il y a vraiment qu'une toute petite partie d'entreprises comme ça, qui sont vraiment très très forts. Je pense peut-être à Microsoft, je pense à Google, je pense à Amazon, enfin, toutes ces boîtes que tout le monde connaît finalement, mais tout le monde les connaît, mais en fait, les gens, ils s'y intéressent pas. Ils s'y intéressent pas, et c'est ça qui est triste. ASML, c'est pareil, une entreprise de zinzin que j'ai acheté aussi. Les perfs sont très bonnes, 70% je crois, je suis sur ASML maintenant. Euh, en fait, c'est des entreprises de fous. Et en fait, elles se comptent sur les doigts, elles se comptent sur les deux mains. Tu vois, les entreprises vraiment exceptionnelles. Tu vois, GE Aerospace, par exemple, je connais pas bien, je connais pas à 100% le dossier, j'ai fait quelques recherches dessus. Parce que j'ai vu que le mec détenait ça. Il détient 27%. 27% de son portefeuille, c'est GE Aerospace, ok. Son top 1, c'est 27%. Euh, c'est plus d'un quart de son portefeuille, ok. C'est vraiment une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie. Donc, je pense qu'il faut vraiment.
il faut vraiment se mettre dans la tête que les gagnants sur le marché, ils sont pas nombreux, mais ces gagnants-là, bah, souvent, ils restent les gagnants. Comme les sportifs qui sont trop forts, bah, ils restent au top niveau pendant très longtemps. Pas tous, hein, pas tous, mais il y en a beaucoup, enfin, il y en a beaucoup, non, il n'y en a pas beaucoup justement. Il y en a certains qui restent au top niveau, et des fois, je pense que c'est risqué de parier contre eux, ok? Je pense que c'est risqué de parier sur tout le marché quand c'est ces mecs-là qui continuent à gagner. D'ailleurs, toutes les boîtes les plus grosses du S&P 500, c'est les gagnants en fait. C'est les mecs, enfin, c'est les boîtes les plus quali en fait. Tu te rends compte, il y a quoi? C'est quoi? C'est Amazon, Microsoft, Nvidia, Google. Il y en a d'autres hein, évidemment, mais le top 10, c'est les boîtes les plus quali, je pense. C'est les boîtes les plus quali. Mais les gens, ils sont trop distraits. En fait, ils veulent trop être distraits, ils veulent trouver la prochaine pépite, etc. Et en fait, ils se concentrent sur les mauvaises choses. Ils se concentrent sur les mauvaises choses. T'as pas besoin d'aller trouver les 10 pépites, les 10 prochaines pépites des 5 prochaines années. T'as pas besoin de faire ça. Quand t'as des entreprises comme ça, qui sont déjà incroyables. Et qui souvent d'ailleurs, ça arrive. Bah, tu as des opportunités pour y rentrer. L'excuse de ouais c'est trop cher, non ça marche pas parce qu'il y a des entreprises, ces entreprises-là souvent bah, le prix baisse, je sais pas pourquoi, le marché il est zinzin, euh, tu sais pas pourquoi du jour au lendemain ça baisse, voilà il y a une mauvaise nouvelle, le marché il réagit beaucoup trop à cette nouvelle-là alors que bah finalement c'est pas non plus une dinguerie tu vois. Et après elle remonte tu vois, après elle remonte donc il y a des opportunités pour y rentrer. Sauf que les gens, bah, ils sont trop distraits par toutes les nouvelles boîtes qui arrivent. Nanana, ah, ça va remplacer, tu vois, ChatGPT va remplacer Google. Mais pas du tout. Pas du tout. T'inquiète pas, Google, ils sont très très bien là où ils sont. Ils vont continuer à tout éclater. Euh, et donc, ouais. Mon propos, pour conclure, du coup, c'est euh, pourquoi te concentrer sur tout. Pourquoi se concentrer sur tout quand tu peux avoir que le meilleur? Et que le meilleur, encore une fois, c'est facile de les trouver. Et les meilleurs, souvent, restent les meilleurs. Et donc, tu n'as pas besoin d'aller chercher à droite à gauche pour trouver, pour investir. Tu peux juste te concentrer sur les meilleurs. Et banco, tu laisses les meilleurs tourner et t'inquiète pas, ils vont te mettre bien sur le long terme. Et il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14 heures pour investir. Et je pense on a trop, comment dire, mis les ETF sur un piédestal. Ok. On ne jure que dans les ETF et je pense que c'est une distraction, tu vois. C'est une distraction. Euh, et encore une fois, je dis pas qu'il faut avoir 10 entreprises dans son portefeuille, ok. C'est pas ça que je dis. Mais entre avoir 500 entreprises et 10, je pense que tu peux trouver un juste milieu. Tu vois, c'est juste ça que je dis. Je pense que les perfs de ce mec-là, euh, elles sont, il faut les considérer, tu vois, il faut les prendre en considération. Tu peux pas juste, oh ce mec a fait 27% avec seulement 10 boîtes, ouais, mais c'est un malade mental, il a dû avoir de la chance. Non, c'est pas de la chance. C'est pas de la chance, les gars. Je vous ai mis les perfs sur 10 ans. Il n'y a pas de chance quand tu mets des perfs sur 10 ans. Ok. Quand tu regardes les performances sur 10 ans d'un mec, il n'y a pas de chance. Tu vois que le mec il a fait plus 100% que le S&P 500 sur 10 ans, c'est pas de la chance, mec. Ok, y a aucun facteur chance là-dedans. Juste, il a acheté des entreprises exceptionnelles, il a mis tout son blé dedans, et il a juste attendu. Ok, des fois, il fait des arbitrages, il change un peu, etc. Mais sinon, ça reste plus ou moins la même strat. Le mec, il est concentré juste sur les entreprises exceptionnelles. Le reste, il s'en bat les couilles, tu vois. Il en a rien à foutre. Il en a rien à foutre des autres. La plèbe, tu vois, toute la plèbe des entreprises, ils s'en foutent. Ils s'en foutent, c'est pas son, enfin, ça le regarde pas. Ça le regarde pas. Donc je dis juste que ça vaut le coup de s'y intéresser. Je dis pas qu'il faut faire comme lui, attention, hein. Je dis pas que tout le monde est capable d'avoir 10 boîtes dans son portefeuille. Et moi le premier, je sais pas si je serais capable. Aujourd'hui, je dois avoir quoi? Je dois avoir 10 12 boîtes, tu vois. Peut-être le top 5, ça doit représenter 70-80% de mon portefeuille au vrai comme lui, tu vois. Mais je dis pas si j'avais 10 millions d'euros, imaginons j'avais 10 millions d'euros, je sais pas si je serais capable d'avoir 10 boîtes, tu vois. Peut-être 15 ou 20, allez.
peut-être 15 ou 20, mais 10, bon, tout le monde n'est pas capable de le faire, tu vois, et c'est ok. Mais je dis pas qu'il faut avoir 10 boîtes. Je dis juste que bah pourquoi acheter des ETF, pourquoi acheter 200, 300 boîtes, 400 boîtes, 500 boîtes, quand tu peux avoir que le meilleur. Voilà, c'est juste ça que je dis. C'est juste ça que je dis. Et donc, ça vaut le coup de s'y intéresser, je pense. Ça vaut le coup de s'y intéresser. Et voilà, mettre un peu de côté les ETF, tu vois. Bon, on parle que de ça toute la journée, c'est bien 5 minutes, mais voilà, faire un peu le vide et voir s'il existe autre chose, quoi. S'il existe d'autres stratégies. Et donc voilà, bah écoute, si ça te parle ce que je dis, donc n'hésite pas à me dire ce que tu penses de tout ça et bah, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Allez, salut, ciao ciao.